Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Figaro Live et sur la page Facebook du Figaro pour un nouveau Plein de Culture dédié aujourd'hui aux séries. Bonjour Athénaïs. Bonjour François. Alors ce matin, alors que vient de s'ouvrir Cannes Séries, le premier festival international de séries télévisées organisé sur la Croisette, nous recevons un écrivain et scénariste qui se décrit comme un journaliste contrarié. Prix Renaudot en 1991 pour La Séparation, un roman qu'il faudrait relire alors qu'on célèbre aujourd'hui les 50 ans de mai 68. Il a longtemps formé un couple prolifique avec son ami Jean Vautrin. Ensemble, ils ont donné vie à Borot, le fameux reporter. Bonjour Dan Franck. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors vous sortez chez Grasset un livre qui s'appelle Scénario, un livre dans lequel toute ressemblance avec des personnages existants n'est pas forcément fortuite parce que vous racontez l'histoire d'un écrivain engagé pour la première fois dans la réalisation d'une série française pour un géant américain qui s'intitule WDM. Donc c'est une série qui se déroule à Marseille. Oui, une série qui se déroule à Marseille. Alors précisons tout de suite, ce n'est pas un roman à clé, ce n'est pas un roman à clé, stricto sensu. Ce n'est pas un règlement de compte avec Netflix, ou le metteur en scène, ou le producteur de cette série dont vous avez porté les bases scénaristiques. C'est plutôt une plongée dans l'imaginaire d'un scénariste, comment il fait naître ses personnages, à partir de quelle réalité et comment il va en être dépossédé. C'est ça Oui, c'est ça. En fait, ce qui m'intéressait, c'est d'abord de parler de Marseille, parce que j'ai découvert Marseille, en effet, lorsque j'ai écrit cette série pour Netflix. Et la deuxième chose, c'est que je voulais raconter quel était le processus de création, comment on écrit un scénario, c'est quoi le rapport entre l'imaginaire et le réel, comment est-ce qu'on s'empare de faits véritables pour les transformer et en faire une fiction. Et après, je voulais raconter comment, à la différence du livre, qui est un travail très solitaire, comment le cinéma ou la télévision, au contraire, c'est un travail très très collectif, avec beaucoup d'interlocuteurs dont on doit tenir compte. Il y a beaucoup de contraintes, on va le voir. Alors avec nous pour en parler sur ce plateau, on accueille notre grande spécialiste du genre, Constance Jamais. Bonjour. Bonjour. Ouais, Vous voyez tout, vous regardez tout. Presque. Toutes les chaînes dans le monde entier. Il faut faire attention parce que le binge-watching, apparemment, j'ai vu une étude récente, poussée à la déprime, apparemment. Ah bah écoute, je te dirais quand je te donnerai la prescription. Ça va bien, tout va bien pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Sur le plateau avec nous, Grégoire Leménager de l'Obs et Jean-Christophe Buisson, nos grands duellistes du jeudi matin. Et on vous a demandé exceptionnellement de voir une série, puisque c'est la thématique du jour. Et vous y êtes plié gentiment, on vous remercie. C'est le moment d'ailleurs de voir avec vous, Athénaïs, le sommaire. Mais nous, on ne vous remercie pas forcément. Mais moi, je te remercie. Alors, le sommaire aujourd'hui, on va parler avec vous, Dan Franck, évidemment, de votre livre paru chez Grasset qui s'appelle Scénario et plus largement de la série Marseille que vous avez créée et qui a beaucoup fait parler. On enchaînera avec une autre saga, donc celle de Versailles, la saga de Canal+. Jean-Christophe Buisson et Grégoire Leménager ont vu les premiers épisodes de la saison 3, ils nous diront ce qu'ils en ont pensé. On fera le match des festivals avec Cannes Séries qui vient d'ouvrir sa première édition et Sérimania à la fin du mois. Et on terminera avec la nouvelle fiction, la prochaine fiction de France Télévisions, qui s'appelle Speakerine. Avec Marie Gillin, qu'on vient de voir à l'écran. Et Guillaume de Tonquédec. Et Guillaume de Tonquédec. On vous a demandé sur les réseaux sociaux de nous dévoiler, de nous donner vos séries préférées. Alors, on a fait un petit sondage, mais vous pouvez en mettre d'autres. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Poser des questions à Dan Franck, on les prendra en direct et on lui posera pour qu'il nous raconte un peu justement le processus créatif. Pour l'instant, dans le sondage, je crois que c'est 10% qui est en tête, mais on avait donné 3 choix. Il y avait 10%, il y avait Marseille et Versailles. On avait un peu fermé, mais et après, vous proposez pas. aussi vos séries. Il y en a qui proposent The Leftovers, The Handmaid's Tale, qui est très compliqué à dire, Person of Interest. Enfin voilà, après, dites-nous les séries que vous regardez en ce moment et on en parlera sur ce plateau. Dan Franck, donc vous avez écrit le scénario de Carlos avec Daniel Lecomte, je crois, et Olivier Assayas. Oui. Celui de la saison 1 des Hommes de l'Ombre. Je crois qu'il y avait une autre série que vous aviez beaucoup aimée. La vie de Ventel. La vie de Ventel, qui était France 3. Qui était pour France 3. Et donc la première saison de Marseille, là encore. Marseille, il faut le rappeler, c'est la première série Netflix. Netflix française arrive en 2016, début 2016 en France, c'est la Révolution. Vous d'ailleurs, dans le livre, vous en parlez de cette révolution. Comment vous l'avez vécue, cette révolution-là ? Comment, quand Netflix arrive, on a l'impression que toute la production, tous les producteurs se mettent en ordre de bataille et que c'est la course à l'échalote. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient fait une espèce d'appel d'offres en demandant à des producteurs et à des scénaristes de proposer des sujets.
ou des développements, et donc on avait gagné ce concours, voilà. Ça a donné lieu à Marseille, qui n'est pas le sujet du livre. Non, mais d'ailleurs, l'écrivain que vous décrivez, ce n'est pas vous, mais pas tout à fait un autre. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai raconté l'histoire d'une série que j'ai imaginée totalement, qui est une histoire de faux monnayeurs, de fausse monnaie, qui est à partir d'une histoire vraie, j'ai composé une série qui ne s'est pas tournée, qui se tournera peut-être d'ailleurs. Il en est question, ce qui est amusant. Mais l'histoire de la série que je raconte dans le scénario n'a rien à voir avec Marseille de Netflix. Et d'ailleurs, dans votre livre, le géant américain en question s'appelle WDM, donc on comprend évidemment qu'il s'agit plus ou moins de Netflix, mais vous vous étendez pas du tout sur le cahier des charges au départ que vous donne Netflix. Pourquoi ? Mais parce que c'est un roman. C'est un roman que, en plus, à part ça, moi j'ai eu de très très bons rapports avec les gens de Netflix, qui sont en fait des producteurs et des diffuseurs comme les autres, qui eux-mêmes ont des exigences par rapport à un public, comme Canal en a, comme TF1 en a. On n'écrit pas de la même manière quand on écrit pour les uns ou pour les autres. Et c'est vrai que le rôle d'un scénariste, c'est de tenir compte de ces contraintes qui sont assez ludiques, en fait. Et vous n'avez pas l'impression d'en avoir eu spécialement plus ou des contraintes plus difficiles parce que c'était Netflix par rapport à des productions pour France Télé ou plus classiques, j'allais dire. Non, ils avaient leurs demandes, de même que tous les diffuseurs ont les leurs, et elles n'étaient pas particulières. D'accord. Ouais. Je le disais en introduction, ce livre n'est pas un règlement de compte, non. Mais on peut se demander s'il n'y a pas dans cette démarche quand même l'ambition de réinjecter de la littérature dans un objet, une série, qui en fait considérablement l'économie. Oui, c'est-à-dire, encore une fois, moi mon désir c'était de raconter comment ça marche. D'abord, c'est quoi la différence entre un écrivain et un scénariste ? C'est la première des choses. Vous êtes tout seul sur votre livre, vous êtes plusieurs, et de raconter l'écriture des séries. Elle est au fond, elle est très spécifique. Elle me rappelle un peu quand même, je le dis dans le livre d'ailleurs, l'écriture la littérature au XIXe siècle. Ouais. C'est-à-dire quand les livres étaient diffusés, les feuilletonistes, on est chez Eugène Sue, Dumas, Balzac, et au fond, il y a des règles qui sont un peu semblables. C'est même très intéressant, je trouve, parce que, par exemple, nous, on appelle ça les cliffs quand vous essayez de passer d'un épisode à un autre. Théophile Gautier appelait ça des traquenards d'intérêt, et ça marche de la même manière. C'est plus joli comme traduction. C'est plus joli qu'un cliffhanger. Et honnêtement, et quand vous voyez, par exemple, que Balzac commence très fort et se fait battre par Dumas parce que lui, il a des traquenards d'intérêt plus forts, et en vérité, la culture des séries aujourd'hui, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante, parce que on a les mêmes débats que les auteurs ou les lecteurs avaient à propos des feuilletons littéraires du 19e. Qui passaient pour beaucoup dans le Figaro. Alors, puisqu'on parle de la série Marseille et qu'on va beaucoup en parler, je vous propose que peut-être qu'on regarde quelques images pour que les spectateurs se fassent un petit avis. C'est la bande-annonce de la saison 2. Qui vient de débuter, c'est ça ? Oui. Marseille, ma belle Marseille. Elle m'a redonné la force de revenir d'entre les morts. Ce qui arrive à Paris, c'est inespéré. Son groupe acceptera jamais de faire alliance avec nous. Lui, il fera jamais le jeu de l'extrême droite. J'appelle Jeanne Coste. Driss ? Julia, incroyable. On pourrait peut-être aller boire un verre. L'extrême droite, c'est déjà limite. Tu sous-estimes le pouvoir d'amusance de ces gens-là. Tu te fais bouffer. Ces gens sont en train de te retourner, tu ne vois même pas. Dans le fond, on n'est pas si différents. Mon père est mort tout seul. Mais il y a des trucs bizarres, Driss. Tu penses que ça cache quelque chose? On cache tous quelque chose, papa. On va mettre Marseille à feu et à sang. Tu me pardonneras jamais, en fait. J'essaie, Rachel. Tu voulais la place?
Tu l'as, alors assume. Dan Frank, quand vous avez regardé les premiers épisodes de Marseille, qu'est-ce que vous avez retrouvé de votre travail du départ ? Marseille saison 2, rien, parce que je ne suis pas dedans. Sur les premiers épisodes de la première saison. C'est toujours le rapport entre le metteur en scène et le scénariste. En fait, c'est ça la vraie question. C'est-à-dire que le scénariste écrit un scénario, mais l'artiste d'un film, c'est le metteur en scène. C'est lui qui donne la couleur, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui fait le casting. Donc, quand vous écrivez les scénarios, même ça m'est arrivé sur mes propres livres qui ont été adaptés, c'est toujours étrange. Alors, c'est parfois enrichissant, extrêmement enrichissant, et parfois ça part sur une autre voie qui n'est pas forcément celle que vous avez choisie, mais qui est celle d'un autre langage, et c'est ça qu'il faut juger. Au fond, c'est... Mais cette intervention du metteur en scène arrive pendant l'écriture du scénario ou au moment de la réalisation ? En général, quand je travaille avec Olivier Assayas sur Carlos, où on écrit ensemble, on est ensemble au début. D'une manière générale, pour moi, ça ne se passe pas comme ça, probablement parce que je suis écrivain au départ. Donc moi, on me demande d'écrire, j'écris, ensuite je discute avec les producteurs, puis avec les diffuseurs, et ensuite arrive le metteur en scène. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire que je raconte, sur cette histoire de fausse monnaie. Je vous cite, « Ma place restait celle d'un scénariste, un type qui s'empare du monde pour le façonner à sa manière, donnant au spectacle qu'il a créé un air de réalité. En somme, un faux monnayeur. » C'est ça ? Oui, c'est une manière de retrouver le sujet. Le sujet, puisque je précise que vous avez mis. Non, mais c'est vrai. Puis après, le metteur en scène est lui-même un faux monnayeur par rapport au travail. Finalement, le cinéma et la série, c'est que de la fausse monnaie. Et après, il y a le montage qui est encore. Il y a encore la question du jeu des acteurs aussi, parce que quand j'ai parlé à Alan Coben, qui est président du jury à Cannes, il disait, moi, je me souviens de la série, parce qu'au bout de 30 livres, j'avais envie d'écrire en collectivité. Et je me suis rendu compte qu'il fallait lâcher ma vision aux réalisateurs et aux acteurs et après aux monteurs. Bien sûr, c'est vrai. Donc il faut accepter ce rôle-là. C'est un rôle trop orgueilleux, quoi. Non, c'est ça. Et ça crée des frustrations, mais est-ce qu'il y a aussi des bonnes surprises parfois ? Il y a presque toujours, c'est des bonnes surprises. Presque toujours. Oui. Enfin, moi, j'ai travaillé. Carlos, je trouve ça formidable. La première saison des Hommes de l'ombre avec Frédéric Tellier, je trouve ça formidable. Non, il y a un certain nombre de séries que j'ai pu écrire. Je suis très content et je me sens... C'est jamais la même chose que le texte, hein. C'est normal. Il faut que les comédiens puissent bouger, les metteurs en scène aussi. Mais il faut que ce soit mieux, quoi. C'est quand même ça qui est intéressant. Et avec le temps, vous avez le sentiment d'avoir changé votre façon d'écrire ? Pour les livres, peut-être. Avec quoi ? Avec l'influence de la série ? Avec l'énergie et la vitesse que demande la série ? Le ton. Oui, en même temps, ce qui est bizarre, c'est que quand j'écrivais Borro avec mon ami Jean Vautrin, les aventures Borro en portrait photographe, en fait, on avait adopté les codes de la série, les codes du roman populaire dont je parlais tout à l'heure. Avec des traquenards d'intérêt. Il y avait des beaux traquenards d'intérêt. Et au fond, donc, je suis passé de l'un à l'autre assez facilement. Après, sûrement, ça a dû, dans la concision, probablement. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé et qui est très important dans le livre, dans le scénario, c'est le réel. Finalement, l'enquête de terrain que votre double de fiction menez, que vous avez pu faire avant et après l'écriture, c'est très important. Et on voit, moi, ce qui m'a surpris dans le livre, c'est une admiration pour les personnages réels, ces personnages de faux monnayeurs que vous rencontrez. Il y a quand même un attachement, une empathie, quelque chose une proximité qui est presque parfois déroutante. Proximité, n'allons pas jusque-là. Non, mais en tout cas, une empathie et moi, j'ai du mal j'ai du mal à écrire sur des personnages que j'aime pas du tout. Parce que les personnages, quand même, vous vivez avec eux. Moi, j'ai mis 2 ans pour écrire ce livre. Donc, vous vivez avec ces gens-là. Donc, au moins vos personnages. Donc, après, vous prenez le réel, vous le transformez pour que ce soit acceptable. Donc, oui. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que je me suis beaucoup promené dans les quartiers à Marseille. J'ai rencontré des gens qui sont
totalement asociaux, qui sont à l'extérieur et qui sont des personnages intéressants. D'ailleurs, ils m'ont parlé, ils m'ont raconté des tas de choses parce que je ne suis pas là pour les juger. Moi, je suis là pour écrire quelque chose qui m'intéresse et donc je ne suis pas un juge, je ne suis pas un flic non plus. Et donc, journaliste contrarié. Oui, je suis un mauvais journaliste, quoi. Je veux dire, je ne suis pas capable d'écrire mais je peux écrire des livres, quoi. Et donc, j'ai passé du temps avec ces faux monnayeurs ou des gens qui tournent autour de cette fausse monnaie. Et j'ai rencontré des caïds, des tas de personnages qui sont intéressants. Je ne dis pas qu'on doit les défendre de son point de vue moral, ça c'est autre chose, mais ce sont des personnages intéressants. C'est une matière romanesque, en fait. C'est une matière romanesque. Est-ce que vous avez eu des retours de ces gens, justement, que vous avez consultés mais avant qu'avant de publier, je leur ai fait lire. C'était peut-être mieux pour la sécurité. Validé par les... C'est plus oui, parce que c'est comme l'histoire dont je parle, qui est une histoire donc de fausse monnaie, une idée géniale, c'est des gens qui ont braqué un jour un avion qui transportait du papier fiduciaire en direction du Maroc et qui ont pris ce papier fiduciaire et qui ont transformé ce papier fiduciaire en billet. Donc ils vendaient de la monnaie marocaine moins chère à des gens qui l'utilisaient. Donc je trouve que l'idée, elle est ça vous fait rire parce qu'elle est quand même séduisante. Et simplement, il y a eu des procès, des choses comme ça. Ils ont été arrêtés puis libérés. Donc il fallait quand même que je fasse un peu gaffe. Parce que vous les défendez jusqu'à la fin, puisque vous êtes au procès à la fin et vous les soutenez, vous allez témoigner. J'ai témoigné pour l'un d'eux, oui, un type que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Voilà, et qui était sorti d'ailleurs, il n'était pas en prison quand je l'ai défendu. Ouais. Page 383 de scénario. C'est du mentir vrai aragonien, comme on dit. Vous écrivez, cette série qui va naître sera décevante, je le sais. Et vous ajoutez, j'en serai pour partie responsable. Donc, votre double a anticipé la catastrophe. Même, il y a des scènes hilarantes où vous racontez, ou plutôt votre double raconte qu'il a vu Marseille sur le canapé avec sa famille et que tout le monde tire une tête de 6 pieds de long. Et pourtant, Dan Frank, j'ai revu les images, on les a pas là, on aurait dû les prendre. Vous montez au créneau, vous montez au front pour défendre Marseille, votre bébé au départ, mais qui a complètement été dévoyé. Là, vous ne parlez pas du livre. Non, mais c'est peut-être là aussi où on voit la force du roman, c'est que la force romanesque, c'est que la réalité, c'est que vous êtes allé quand même défendre cette série, même si on a l'impression que tout vous a échappé, ou en tout cas tout ce que vous aviez bâti, imaginé, peu à peu, s'est délité. Bon, comment je réponds finement à cette question? Surtout, est-ce que c'est votre double qui répond? Alors je sais. C'est absolument vrai que mon double dans ce livre, dans le scénario, n'aime pas du tout ce qu'on a fait de son travail. Voilà. Il n'aime pas du tout et il est pour partie responsable parce qu'il a écrit. Voilà. Et que simplement, quand vous écrivez, par exemple, quand vous écrivez des scènes d'amour ou de baise, eh bien, c'est 2 lignes et éventuellement une phrase de dialogue. Mais ce n'est pas vous qui tournez, ce n'est pas vous qui mettez en scène. Voilà. Donc, quand vous voyez la scène, parfois, vous êtes un peu estomaqué, quoi. D'autant que le double de Florian Emilio Siri, puisqu'il est question qui s'appelle Stauge dans le livre, lui, vous aviez présenté un sexe sadique, c'était la pire des choses à faire, parce que lui, il voulait rajouter du sexe, il voulait une scène avec 2 femmes entre elles, parce que la vie d'Adèle, ça marche bien. Ça marche, donc, tout ça est un peu... Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, le scénariste a tort. Parce que la série en question sur la fausse monnaie, elle remporte un triomphe incroyable. C'est-à-dire qu'elle a tous les prix. Et donc, le metteur en scène a raison. C'est sa vision à lui qui gagne, c'est pas celle du scénariste. Et le public suit sur la saison 1, un peu moins sur la saison 2. D'ailleurs, on nous demande est-ce que quelqu'un sait autour de cette table s'il va y avoir une saison 3 de Marseille. Ça n'a pas été annoncé. Enfin, Florent Siri dit qu'il y a matière à et qu'il espère, mais Netflix n'a pas renouvelé pour l'instant. Et quand la série avait été créée Marseille, il avait tout entendu qu'il y aurait 2 saisons à la base. Après, sur la 3e... C'est pas exactement comme ça, parce que
Sur la saison 1, parce que quand même, il faut savoir, alors là, on parle de Marseille série et pas une autre série. On entend bien. Mais en fait, c'est vrai que la série a été plutôt mal accueille en France. Elle a bien marché, mais c'était un triomphe à l'international. Par la critique, parce que les audiences sont pas mauvaises. Les audiences sont pas mauvaise. La critique a été terrible, mais à l'international, c'est un carton. Donc ils ont commandé. Là, moi, je le sais parce qu'en fait, on savait pas quand on a fini la première saison ils ont attendu de voir comment ça allait marcher. C'est encore l'époque où Netflix avait tendance à renouveler systématiquement ses séries pour une deuxième saison, ce qui a changé l'année dernière où ils ont commencé à les annuler. Mais là, nous, on savait pas. C'était pas du tout joué. Ça dépendait en fait, finalement, comme TF1, France Télé. Ça marche ou ça marche pas. On continue pas. C'est la première fois que vous avez été déçu à ce point-là en tant que scénariste du résultat final? Oui. Au point d'en faire un livre. Oui, enfin, le livre, c'est pas quasiment franchement. Non, parce que j'aurais pu raconter, si j'avais voulu. Faire une biographie. J'aurais pu raconter l'histoire la vraie histoire. C'est-à-dire de parler. Il aurait pu avoir plus de bulles. Ça ne m'intéressait pas, je veux dire, parce que sinon, là, pour le coup, c'était un règlement de compte et ça, je n'avais pas du tout envie de faire. Et je vais même vous dire une chose, on a retardé la sortie du livre qui était prévue avant pour ne pas sortir en même temps que Marseille 2, parce que moi, je n'avais pas envie de profiter de ça, je n'avais pas envie de... Voilà, donc... bon, cela dit, j'ai été déçu, mais j'ai eu tort. Puisqu'ils ont commandé une saison 2. Est-ce que vous avez déjà conscience des chiffres de la saison 2 en termes d'audience ou pas? Netflix ne donne pas de chiffres, donc il faudrait savoir si les chaînes TF1 reprennent la diffusion en deuxième fenêtre, qui donnerait une idée par rapport à la saison 1, ce que ça a donné. Après, ce qui est assez... Enfin, la saison 2 est quand même a beaucoup atténué sa tendance à mettre des scènes de sexe partout. Il y avait un espèce comme de mea culpa général sur ce qu'on n'avait pas compris dans la saison 1. Du coup, Marseille saison 2, c'est un peu mieux, mais c'est plus du tout drôle. Enfin, c'est plus du tout côté culte nanar, quoi. C'est fini. Excusez-moi. Et le fait d'avoir ses propres personnages avec lesquels on a vécu longtemps, puisqu'on a bâti leurs histoires sur une douzaine d'épisodes et tout, savoir qu'ils sont adoptés, repris par d'autres scénaristes, qui vont leur faire vivre d'autres choses, ça produit quel effet ça? Franchement, pas grand-chose. Le seul regret que j'ai eu moi, je suis parti des Hommes de l'ombre parce que ça devenait compliqué, parce que Nathalie Baye revenait pas, etc. Honnêtement, je l'ai regretté. Voilà, je l'ai regretté. Mais c'est la seule fois, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut se renouveler. La vie de Ventel, par exemple, on a écrit 2 saisons. J'aurais bien voulu en avoir une 3e. Oui, j'ai écrit la 3e, mais on n'a pas. Les résultats d'audience n'étaient pas bons, donc. C'est dommage. Parce que c'était mal programmé, c'est sorti au moment de. Bon, bref. Et honnêtement, je pensais qu'il fallait se renouveler. Je pense que soit j'aurais élargi l'équipe, je travaillais avec un de mes amis, qui s'appelle Stéphane Daudelonde, Osmond. Soit j'aurais élargi, soit j'aurais donné. Parce que au bout d'un moment, d'abord, on en a un peu marre. Puis moi, je ne veux pas passer mon temps à écrire des séries, je veux écrire des livres aussi. Donc voilà, il y a un danger comme ça de tourner en rond, d'où l'intérêt d'ailleurs du travail en équipe. Vous avez comme ça des séries comme par exemple Le Bureau des légendes. Oui, qui est en train de passer la main un tout petit peu à ses poussins. Oui, comme 10%, ils sont beaucoup aussi travaillés. Et comme la série dont on va parler tout à l'heure, Speak. Mais les Américains travaillent comme ça. Bien sûr, oui. Donc ça vient, ce mode... Des poules d'auteurs. Ce mode, cette façon de travailler où le créateur de la série est le showrunner, c'est-à-dire quand même celui qui est le plus important parce qu'il connaît... C'est compliqué un scénario de série parce que vous avez 8, 10 ou 12 épisodes, donc il faut quand même se souvenir de tous les mécanismes. Or, le scénariste, c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre, le scénariste, il passe par tous les états. C'est-à-dire, par exemple, dans mon livre, le type, il a envie de raconter, parce qu'il y a des bandits de Marseille qui lui racontent comment les go fast, en fait, ça n'existe plus et que maintenant, il faut planquer la drogue dans les quilles des bateaux ou alors de laisser tomber dans la mer, de récupérer ça avec un système GPS. Moi, je me dis c'est intéressant comme début de série, mais en fait, ça ne correspond pas du tout à la fausse monnaie. Donc, je me dis, en tant que scénariste, comment est-ce que je lis les deux? Qu'est-ce qui fait que... Voilà, et il y a donc tout un travail comme ça qui fait que vous arrivez à une solution et que vous avez envisagé toutes les hypothèses pour y arriver. Et ça, personne ne le fait aussi bien que vous, qui avez passé des mois d'écriture sur tous les détails, quoi. Alors, on va continuer à parler de séries avec Jean-Christophe Buisson et Grégoire Le Ménager, qui ont vu pour nous les premiers épisodes de Versailles, saison 3. C'est le Clash Culture. Voilà.
Alors, hier soir, en ouverture de Cannes Série, le festival dont je parlais, qui se déroule donc sur la Croisette du 4 au 11 avril, ont été montrés les 2 premiers épisodes de la 3e saison de Versailles, la création originale de Canal+, une coproduction à gros budget, imaginée par Simon Mirren et David Rosencroft. C'est ça? Je prononce bien? Ah, je souhaite. Mais vous, messieurs, Jean-Christophe et Grégoire, vous avez eu la chance, ou pas d'ailleurs, de la voir avant tout le monde, presque en intégralité. Elle se concentre donc sur la fin du règne de Louis XIV, la dernière partie du règne de Louis XIV. La révolte gronde dans le royaume, les dissensions se font de plus en plus fortes à la cour, et puis, bien sûr, l'affaire du masque de fer menace. On regarde tout de suite un extrait de la saison 2, parce que Canal+ ne nous a pas encore... Non, parce qu'on n'a pas, figurez-vous, les images de la saison 3. Canal+ ne nous a on est vraiment privilégiés, alors. Ouais, vous êtes privilégiés. On les regarde tout de suite, si elles arrivent. Si, je suis sûr qu'elles vont arriver. Ouais. You are the cream of the French aristocracy and the envy of every court in Europe. But when I look at you, I see corruption, darkness, temptation, murder. There's been poisoning. You must come with me at once. Your continued relations with a married woman are incurring a debt, and the reckoning is not yet paid. I built these walls to protect myself against threats from outside. Now I find that the greater danger lies within them. Who made the poison? The shadows walk alongside us. The size changed. Believe me, I've had a hand in it. You're putting me through hell! I missed you. I see. Stop! You must end this affair with His Majesty. Rome must be made aware that they must keep their Roman noses out of our business! I say you went to war not to fight me, but to escape the hell that Versailles has become. And still the contagion spreads. It is in my walls. It is in my blood. Is it any wonder that I have not slept? Alors messieurs, vous avez 6 minutes pour nous parler de cette 3e saison. Grégoire Le Ménager, c'est vous qui commencez, je crois. D'accord. Et bon courage surtout. Très bien. Alors moi, je n'avais pas vu la saison 1, je n'avais pas vu la saison 2. Je ne regrette pas particulièrement de ne pas les avoir vus, mais néanmoins j'étais plutôt intéressé de voir à quoi ça ressemblait. Alors il y a plein de choses qui sont très grotesques quand même. Le fait que ces gens parlent anglais, enfin parlent américain plutôt à la cour de Versailles. C'est une coproduction. Que Louis XIV dise fuck et tout ça. Bon, How is your business? On dirait Emmanuel Macron. Ça crée un effet un peu perturbant au départ. Le fait qu'ils aient des têtes de hard rocker et pas de hard rocker sur papier glacé. Ça, c'est le précédent des Tudors. Et qui n'ait pas de perruque. Moi, j'étais habitué à des gens en perruque à la cour de Louis XIV. Ça m'a un peu perturbé. Le fait que ni Molière ni Lully ne soient là, moi, ça m'a manqué un peu. Je trouve ça dommage que la série n'exploite pas la présence de ces grands artistes pour en faire quelque chose. Et néanmoins je trouve qu'il y a une volonté de dépoussiérer, de ne pas faire de la série historique en fait, de ne pas faire de la pédagogie historique lourdingue sur ce qui se passe à l'époque, qui nous plonge en immersion dans cette cour extrêmement bizarre, extrêmement sombre aussi. Enfin, tout ça est très glauque. Il y a beaucoup de plans nocturnes d'ailleurs. C'est vraiment la face sombre du roi Soleil. Et du coup, on comprend rien. Enfin, il y a 1000 intrigues à la fois. Vous n'avez pas vu les 2 premières saisons aussi, ça peut jouer. Alors, sans doute parce que j'ai pas vu les 2 premières saisons, mais pas seulement. Et là, pour le coup, je pense que cette série exploite bien ce qui me semble être le privilège numéro 1 des séries par rapport au cinéma ou à pas mal de formes de littérature, qui est de pouvoir installer un esprit de fresque avec 1000 intrigues en même temps, et de nous faire complètement perdre pied pendant 1, 2, 3, 4 épisodes. Et petit à petit, les fils apparaissent et on finit par se repérer. Et pour moi, c'est ça qui rend les séries intéressantes, quand elles le sont.
ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est plutôt bien exploité. Donc voilà. Moi, je veux bien qu'on dépoussière, qu'on ne fasse pas de la pédagogie trop lourde, mais je pense qu'il y a quand même des frontières qu'il est très indélicat de franchir. On connaît la formule d'Alexandre Dumas, j'ai fait des enfants à l'histoire, mais on a le droit de violer l'histoire à condition de les faire des beaux enfants. Là, c'est vraiment des bâtards. Alors, je sais bien que Louis XIV légitimait ces bâtards, mais c'est quand même... Moi, je veux bien qu'on bouscule la chronologie, la psychologie des personnages, mais déjà une série qui se passe à Versailles dans les années 60, 70, 80, alors que Louis XIV s'installe à Versailles avec la cour en 1682, donc bien après l'affaire des poisons, il y a un petit problème. Il a moins de 30 ans, Louis XIV, alors que là on parle d'une histoire qui se passe dans les années 1680. Marie-Thérèse, sa femme n'a jamais trompé son mari, on la voit passer son temps à coucher avec les uns avec les autres. Il y a quand même des choses qui sont anormales. Je pense qu'on peut faire. C'est le d'Historiquement Chaud qui parle ou... Non, moi je veux bien que le prétexte c'est de dire oui, mais comme ça va vous donner envie de vous intéresser à la vraie histoire de Louis XIV. Enfin, il faut quand même pas exagérer. Moi je trouve qu'il y a vraiment des frontières qu'on ne peut pas se permettre de franchir. Et alors là, le pompon, c'est quand même le masque de fer. Parce que je ne sais pas, j'ai pas vu les 10 épisodes, mais je sens bien que ça va être le nœud de ces 10 épisodes sur une histoire qui a été exploité, fantasmé par Voltaire dans le siècle de Louis XIV ou par Alexandre Dumas dans le Vicomte de Bragelonne, dont on sait aujourd'hui que le bras de fer, c'était un pauvre valet dont le maître Saint-Marc l'avait affublé d'un masque de fer pour donner l'impression qu'il gardait quelqu'un d'important, alors que ce n'était pas quelqu'un d'important, qui n'était évidemment pas le jumeau de Louis XIV, évidemment pas d'Artagnan, évidemment pas le duc de Beaufort. Donc je sens que ça va être le pompon de cette troisième épisode et que les gens vont encore fantasmer sur un truc totalement faux. Donc moi, c'est ça qui me gêne. Après, les codes des séries sont bien respectés, il y a un côté polar, mystérieux, c'est plutôt bien filmé, à part les scènes en numérique qui sont dégueulasses. Les plans de Paris, c'est monstrueux, donc code série très bien, mais quand on s'attache à l'histoire, il faut quand même respecter un minimum la chronologie et l'histoire vraie. Là, c'est pas possible. Un minimum, à la limite, moi, sur la question, on a des questions de principe là. Je trouve que c'est important les principes. Oui, c'est important les principes, mais justement, je trouve que votre principe, il n'est pas forcément le bon, parce que une série qui respecte un minimum, c'est une série qui va se permettre des petits arrangements et qui va prétendre que ceci est la vérité historique, d'accord ? Là, la série, elle fait pas ça du tout. Elle s'en écarte complètement, elle s'en fout complètement. Faut pas appeler Versailles, alors faut pas s'appeler Versailles. Non, elle prend un décor et en fait, elle prend quoi ? Elle prend la cour du roi Soleil, non pas comme un objet d'histoire, mais comme une espèce de mythologie. Donc, de toute façon, tout ça a été tellement documenté par les historiens. Enfin, si on veut connaître la réalité historique de ce qui s'est passé à Versailles, ça va. Il y a suffisamment de films, il y a suffisamment de livres. Si vous aimez lire les livres, mais admettons que vous n'aimez pas lire les livres, vous êtes content d'avoir des films ou des séries qui vous immergent dans une sorte de réalité pour vous intéresser. Oui, ce sera autre chose. Pourquoi ça serait réservé aux lecteurs, la vraie histoire, et l'histoire mythifiée serait réservée aux gens qui n'ont pas le temps ou pas envie de lire et qui préfèrent les images. Mais c'est pas de l'histoire mythifiée, c'est-à-dire que là, ce qui nous intéresse, c'est de prendre une mythologie et de la tordre et d'en donner une autre représentation. Pour représenter des intrigues de cour. À ce moment-là, faisons comme Dan Frank, changeons les noms, mais n'appelons pas les gens Louis XIV, Marie-Thérèse d'Autriche, mais en même temps, Philippe d'Orléans, parce que c'est faux, quoi. Oui et non, tout le théâtre de Jean Anouilh, de Giraudoux, de tous ces gens utilisaient des noms de personnages historico-mythologiques pour en donner différentes représentations. Enfin, vous le savez très bien. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'essaye de faire la série. Alors avec une esthétique hyper mondialisée, qui a ses côtés très beaux par moments, et puis à d'autres moments assez insupportables parce que très codifiés et que tout ça ressemble à un grand vidéoclip, quoi. Mais encore une fois, cet esprit de fresque combiné avec... Oui, mais on sent bien que la démarche, c'est on veut montrer toutes les femmes dans ce film sont des manipulatrices, des perverses, des cancanières. Le personnage même de la Marie-Thérèse d'Autriche, donc la femme de Louis XIV, aussi bien que la Montespan, on sait très bien que d'abord, s'ils se débarrassent de la Montespan au profit de la maintenance, ce qu'on voit dans la troisième saison, c'est que la Montespan n'avait plus la beauté qu'elle avait 10 ans avant. Là, c'est une espèce de créature de rêve. Marie-Thérèse aussi une créature de rêve, alors qu'on sait qu'elle dévore du chocolat toute la journée, qu'elle était quand même un petit peu empâtée. Donc, moi, ces codes-là, ça me fatigue, parce qu'on ne comprend pas la psychologie justement de Louis XIV, sa façon de travailler, si on prend des personnages qui sont totalement faux, qui sont totalement éloignés de la réalité. Mais justement, sur la psychologie, il y a quelque chose de complexe, de pas clair chez ces personnages. Et comme on est au plus près d'eux et qu'on n'a pas de recul, qu'on est complètement myope, qu'on est comme eux immergés dans cette cour avec mille intrigues,
il y a quelque chose de... Oui, enfin, je comprends que ça puisse plaire à des gens et je comprends les compliments de certains camarades sur cette série. Donc par ailleurs, moi je suis pas dingue. Enfin, c'est pas tout à fait ce que critique mitigée. Voilà. Tout à fait ce que je préfère. Je voyais, pardon Grégoire de vous couper parce que votre temps est terminé. Mais je vous voyais trépigner. Enfin, en tout cas, non peut-être pas trépigner, mais non mais vous aviez. Mais non, mais qu'est-ce que ça vous fait, inspire ce débat? Parce que c'est intéressant. Moi, j'ai pas vu cette saison-là de Versailles, mais je pense qu'on peut jouer avec l'histoire. Il faut simplement être vrai sur le cadre général. Il ne faut pas commettre de contresens, mais les faux sens, on a le droit, comme on disait à l'école, parce que. En plus, je trouve que c'est bien qu'en France, on fasse des séries internationales, des coproductions internationales, pardon, et avec une ambition. Voilà. Et Versailles, ça a une ambition. Moi, je l'ai vu les autres saisons, j'ai pas été gêné. Au début, évidemment, l'anglais, ça fait bizarre. Mais après tout, bon, c'est là. Est-ce que vous considérez que, par exemple, Louis XIV couchant avec Henriette d'Angleterre ou Marie-Thérèse couchant avec un prince de Habsbourg, vraisemblablement son cousin, sont des faux sens ou des contresens? Des faux sens. Ça s'appelle Versailles, il faut qu'on comprenne. Et je pense que la série montre ça. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est Versailles, qu'est-ce que c'est que cet univers, qu'est-ce que c'est que la vie de cour à cette époque. Voilà. Après, bon, c'est une fiction, quoi, quand même. Vous, quand vous avez travaillé sur des personnages historiques comme Jean Moulin ou Pierre Bérégovoy, vous vous êtes attaché vraiment à respecter les faits ou alors vous êtes autorisé quelques... D'abord, il y a une chose, c'est qu'on parle quand même là d'affaires contemporaines. Bon, d'histoire immédiate. Moi, je tiens absolument à ce que tout soit vrai. Carlos, tout est vrai. Bérégovoy aussi. Voilà. En revanche, pour le moment, j'avais fait une série animée qui c'est tiré de mes livres, qui s'appelle Les Aventuriers de l'Art moderne, et qui racontait l'histoire des artistes entre 1905, l'arrivée de Picasso à Paris, et Sartre pendant la guerre. Donc, et là, c'est vrai qu'on joue un peu sur les dates parce qu'il y a des règles de fiction qu'on est obligé de tenir. Et je fais la même chose sur une époque antérieure, c'est-à-dire 1830, 1870. Et là, franchement, quand vous voulez faire une fiction, animée ou pas, vous êtes obligé de jouer avec la réalité. Simplement, il ne faut pas aller trop loin, mais c'est une fiction. Moi, je ne comprends pas pourquoi on a le droit de tricher avec l'histoire ancienne et pas avec l'histoire contemporaine. C'est pas de la triche, parce que l'histoire contemporaine, on a besoin d'être... D'abord, ça fait partie de notre culture générale récente. Quand Oliver Stone fait des films sur l'attentat du 11 septembre, il tord un peu l'histoire, on n'est pas choqué. Si, on est choqué. Mais vous ne devriez pas l'être. Rien vous choque, vous. Là. Non, vous devriez. Mais précisément, cette histoire-là, elle est déjà hyper couverte par les historiens. Donc, encore une fois, les historiens, les lecteurs de livres d'histoire, mais le grand public, on n'a pas lu forcément les biographies de Jean-Christian Petit-Fils ou de François Bluch. Elle est hyper documentée par les historiens. Donc, ça devient un mythe, quoi. Merci. Si vous voulez vous faire votre propre avis sur Versailles, c'est donc sur Canal+, cette saison 3. Elle sera diffusée à partir du 23 avril. Merci Jean-Christophe. Merci beaucoup Grégoire. Qu'est-ce qu'il y a à lire cette semaine? Je pense que Grégoire, beaucoup de choses. Il y a une couverture très chouette de l'Obs. Voilà, il l'a faite, montrer la main. Voilà. Donc c'est Athéna, puisque l'Obs c'est le journal de la sagesse. Et c'est très intéressant. Il y a tout un dossier sur ce qu'il y a dans la tête des animaux dans l'Obs. Et nous, c'est ce qu'il y a dans la tête de Sylvain Tesson. Alors avec un grand ami Grégoire. Avec un titre. C'est Clint Eastwood? Non, l'insoumis, c'est lui. L'insoumis. Donc, insoumis au monde moderne, au diktat de la technologie. Il est mélanchoniste. Le terme insoumis n'est pas réservé aux mélanchonistes. La preuve. Les vrais insoumis, c'est le Figaro Magazine. On va continuer à parler de séries, messieurs et madame, si vous voulez bien. Justement, avec vous, Constance, on va parler du premier festival Cannes Série qui s'est ouvert sur la Croisette hier. C'est notre séance tenante. Le jury de Cannes Série est dirigé donc cette année pour cette première édition par Alan Cobain. Il rendra son verdict le 11. Le 11 en direct sur Canal+ à 19h. 19h15. 19h15, pardon. Mais pourquoi est-ce que 71 ans après la naissance du festival de cinéma, la ville de Cannes éprouve le besoin d'honorer
la série télé Constance. Surtout que 3 semaines plus tard débute Série Mania à Lille, de l'autre côté. Il faut faire une grande. Oui, un match tout à l'heure. Et en plus, il va falloir jongler avec les grèves, ce qui s'annonce assez sympathique aussi. Donc en fait, tout commence d'une bonne intention, comme souvent chez nous, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, le ministère de la Culture dit mais pourquoi on ne ferait pas un festival de séries internationales en France ? Donc là, pareil, appel d'offres, et tout le monde se dit, logiquement, c'est le compétiteur historique Série Mania Paris qui va gagner. Et là, patatras, c'est Lille qui est choisi. Mais entre-temps, Cannes se dit, ils ont une carte à jouer parce qu'ils ont l'expérience du festival de cinéma. Et ils peuvent accoler Cannes Série au MIPCOM ou au MIP, qui est le grand marché de la télévision. Et ça permet de réunir en un seul endroit les talents, les producteurs. Et il y a un peu l'idée, je pense aussi, et ça ils nous l'ont dit dans les conférences, c'est que le Festival de Cannes, enfin tu vas me corriger si je me trompe François, mais c'est quand même réservé aux critiques de cinéma et aux gens de l'industrie. Il y avait une volonté pour Cannes Série de l'ouvrir au public, de faire un festival populaire où les Cannois et les passionnés de séries pourraient venir librement. En tout cas, les 4 premiers jours ou surtout tout le festival. Toutes les projections sont ouvertes à tout le monde et sont gratuites. C'est premier arrivé, premier servi, donc voilà. Avec un tapis rose. Ouais, un tapis rose et un dress code, et un dress code chic, créatif chic. On peut donc, pour une fois, prendre ses baskets et oublier ses talons aiguilles. Et il paraît qu'on peut monter. C'est pas plus mal. En compétition, il y aura une série mexicaine, Aquí en la Tierra, qui a été créée par Gaël Garcia Bernal. Il y aura une série italienne, une série espagnole, une série israélienne et même une série de Corée du Sud qui s'intitule Mother. C'est laquelle qui vous intrigue le plus? Alors moi, c'est la première chose qu'on a notée quand on nous a révélé cette sélection, c'est qu'il n'y avait pas de série française. Bon, il faut espérer déjà. C'était un des points de contention et de ce côté-là, Série Mania clairement, Série Mania à Lille, eux, ils auront une section réservée qu'aux séries françaises. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que Cannes Série, à mes yeux, ça a un peu fait le chemin de Festival de Cannes de cinéma, c'est de prendre des séries d'auteurs. Pour l'instant, aucune de ces séries en compétition officielle n'a de diffuseur français, donc ils espèrent. Là, on vient de voir. Là, c'est pas la compétition. Alors, ça, c'est pas la compétition officielle, c'est hors compétition, c'est la clôture, et ça sera diffusé sur David. Dites-nous ce que c'est exactement. Alors, CEF, ça reprend les obsessions d'Harlem Coben, c'est-à-dire on est dans une histoire de secret. Oui, c'est la série d'Harlem Coben avec Audrey Fleurot. Et avec Dexter, alias Michael Seol. Et donc, ça se passe dans une communauté très huppée en Angleterre. Donc, c'est comme les communautés américaines qui sont clôturées. Et il y a une fête entre adolescents, 2 adolescents disparaissent. Et Michael Seol et Audrey Fleurot, qui jouent chacun un des parents des enfants qui ont disparu, essayent de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pas très très joli tout ce qu'on va découvrir. De cette série Safe. Donc c'est la nouvelle série de Harlem Coben. Il y a une autre série dont vous vouliez nous parler qui s'appelle Killing Eve. Alors oui, c'est dans les 10 séries en compétition, c'est celle qui nous a le plus fait tilter quand le nom a été annoncé, parce que c'est un projet qui réunit une experte de Grey's Anatomy, Sandra Oh, là Patrick Dempsey, mais c'est pareil, c'est pour l'ouverture, mais c'est aussi un ex de Grey's Anatomy. Et c'est réalisé, donc c'est une coproduction américano-anglaise, et c'est réalisé par quelqu'un qui s'appelle, adapté et produit par quelqu'un qui s'appelle Phoebe Waller-Bridge, qui a réalisé une très bonne série un peu noire comédie qui s'appelait Fleabag sur Amazon. Et là, elle se met dans un genre complètement différent qui est le genre espionnage et thriller. Et donc les premières images que vous allez montrer donnent assez envie. On va regarder les premières images, mais avant, on va remercier Jean-Christophe Buisson et Grégoire Le Ménager d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir. On vous retrouve la semaine prochaine. Et on regarde tout de suite la bande-annonce de Killing Eve. I know you are an extraordinary person, exceptionally bright, determined. I know something happened to you. I know you're a psychopath. You should never tell a psychopath you're a psychopath. It upsets them. Are you upset? Donc on vient de voir la bande-annonce de Killing Eve, la série qui sera présentée, la série américaine. Non, la seule série américaine de la compétition officielle qui montera les marches dimanche soir, si je ne me trompe pas. À Cannes Série, parce qu'il y aura une double dose, donc on l'a dit, de série. Vous serez à Cannes, vous descendrez? Ou à Lille. Ou à Lille? Non plus? Non.
Et on accueille Maxime Cuny sur ce plateau. Bonjour Maxime, bonjour vous êtes journaliste à Figaro Live et vous présentez notamment une émission qui s'appelle Une série Eoli, qu'on peut retrouver tous les mois. Tous les mois. Et vous allez nous parler de Série Mania parce que vous allez y aller, je crois. Bah, c'est l'officiel en fait, c'est celui qui a gagné le fameux appel d'offres. C'est lui qui a gagné l'appel d'offres dont on parlait. Exactement, Série Mania, c'est depuis 2010, en fait ça existe depuis 2010. C'était à Paris au Forum des Images. C'est la première édition à Lille, donc cette année, du 27 avril au 5 mai. Alors 83 séries, il y aura plus de 100 projections de séries internationales. Pour le coup, c'est vraiment varié au niveau de l'origine des séries qui seront présentées. Par ailleurs, il y aura aussi beaucoup d'événements autour du festival, dans divers endroits de la ville, des concerts, des soirées. Voilà, il y a une volonté d'inscrire ce festival vraiment dans la ville, dans l'île, dans l'espace. Il y a quelque chose de presque politique. Voilà, et en plus, justement, politique, en plus, apparemment, la Série Mania a réussi à faire l'union sacrée entre Martine Aubry et Xavier Bertrand. Donc, Est-ce qu'on dit que Série Mania a peut-être une programmation un peu plus populaire? Est-ce que c'est le cas? Bah déjà, ils sont partenaires avec France Télé, TF1, OCS également. Canal+ a choisi son camp, ils seront à Cannes. Donc, et ça se ressent sur les personnalités annoncées aussi au niveau du jury, au président du jury, on aura Chris Brancato, co-créateur de la série Narcos, Maria Feldman qui a co-créé la série False Flag, une série qui avait été primée en 2015 à Série Mania. C'est une série israélienne. Clovis Cornillac, qu'on connaît bien quand même, qu'on a vu dans Chef notamment plus récemment, et Pierre Lemaître, l'auteur du prix Goncourt Au revoir là-haut. C'est vrai que par rapport, quand on entend ce jury-là, par rapport au casting annoncé à Cannes Série, c'est moins... À Cannes Série, il y a quand même Michael Kenneth Williams qui est un vétéran de The Wire, et il y a aussi Paul Abir de France et Bad Banks. Et après, ceci dit, le Cannes, ça s'attrape un peu sur le tapis rose. Je vais essayer de ne pas faire le lapsus sur le tapis rouge. Il y aura donc Patrick Dempsey, Michael C. Hall, Michel Dockery, Don Tanabe. Donc il y a une optique de jouer vraiment sur le côté glamour. Mais à noter, à Lille, il y aura beaucoup de rencontres ce qu'ils appellent les rencontres fan club. À Cannes, elles ont lieu maintenant. Et ce qui est... Il y a un autre clash. Et donc, du coup, ce qui est assez rigolo, c'est que certains vont se croiser. Corinne Massiero de Capitaine Marlowe et une partie du bureau des légendes se croisent aux deux endroits. Donc, on veut à tout prix les opposer. Opposer le glamour d'un côté, le côté populaire de l'autre. Mais sur la programmation, pardon, je vous propose. Non, mais est-ce que le gagnant ou les gagnants, ce ne sont pas les fictions, les séries et les gagnantes? Là, il y aura double dose, il ne faut plus dormir. C'est quand même ça prouve qu'il y a une nécessité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Dan Franck, mais il y a un besoin, il y a un appétit de séries en France. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est dommage que ce soit concurrent. Ça aurait été mieux s'ils avaient été complémentaires. Ils veulent se décaler un tout petit peu dans le temps déjà. Mais c'est intéressant. Ça montre que la série, c'est vraiment devenu quelque chose de notre société qui est extrêmement important. Pour revenir sur Série Mania, Maxime, il y aura deux compétitions, je crois. Il y a une compétition officielle, une compétition spécifique pour les séries françaises. Donc, Constance, tu disais qu'en effet, à Cannes, on manquait de séries françaises. Pour le coup, à Lille, il y a une compétition consacrée à ces séries. Alors, dans la compétition officielle, on peut noter American Woman, qui raconte en fait une mère de famille dans les années 70, donc pendant cette deuxième vague féministe qui élève ses deux enfants. On note aussi une série israélienne, On the Spectrum, qui parle de 3 jeunes adultes autistes qui vivent en colocation. Et une série russe aussi que j'ai notée, An Ordinary Woman, une fleuriste le jour, une mère maquerelle en secret et qui gère sa vie comme ça, cette double vie. Et côté français, il y a une série qui s'appelle Ad Vitam. C'est une série d'anticipation. On pense dans cette série avoir vaincu la mort, mais on retrouve 7 personnes suicidées et c'est un flic de 120 ans qui va mener l'enquête. Joué par qui? C'est ça qui ça a l'air très bien. C'est Yvan Attal qui aura 120 ans, d'accord. On aura aussi Nu, dont le pitch donne assez envie aussi, me fait assez rire. C'est la seule photo que j'ai trouvée. Voilà, en 2026, tout le monde vit nu dans une France apaisée et pacifiée. Un inspecteur de police qui était dans le coma se réveille et découvre cette nouvelle société. Il paraît que la transgression suprême, c'est de faire l'amour habillé. Oui, moi j'étais allée sur le tournage, donc nous entrons dans un club échangiste où tous les protagonistes étaient habillés, se caressaient à travers les
amis, c'était le comble de l'érotisme. Voilà. Ça, ce sera à voir sur OCS d'ailleurs. Et franchement, c'est une des séries de Cérémania qui me fait le plus envie. Enfin, j'espère que ce sera aussi drôle qu'irresponsable. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et j'ai noté une autre comédie française qui s'appelle 25. C'est en fait une série qui, je pense, va être sur la jeunesse à 25. Et c'est aussi OCS d'ailleurs, c'est toujours le même studio. OCS également. Donc voilà, une grosse sélection française avec cette compétition spécifique. Il y aura aussi un prix du jury. Les gens qui vont voir les films votent à la prix fin. Du public. Prix du public, pardon, excusez. Oui, exactement. À noter. Bon, tout ça. C'est un beau programme. Merci beaucoup en tout cas. Merci. On va préciser. On sera en live à l'ouverture de Sérimania, donc vous pourrez suivre ça sur le Figaro. Et votre émission, Une série Oli, sera consacrée aussi. La semaine prochaine, c'est le 11 avril. On va parler des séries spatiales. Des séries spatiales. Avec un invité. Absolument. Très bien. Avec Julien. J'ai oublié son nom de famille. Avec le producteur de Mission. De Mission, qui est une série d'OCS. Qui a été primée l'année dernière à Sérimania et qui racontait la conquête de Mars avec de très bonnes idées. Enfin, il y avait un côté un peu surnaturel, un peu alien. Moi, franchement, j'ai tout vu en 3 heures le soir chez moi. Bon, donc, on en parlera avec lui. D'accord, merci Maxime d'être venu. Dan-Franck, on voulait terminer, puisqu'on parlait de séries françaises, avec une très bonne série de France 2 qui est diffusée à partir du 16 avril, le lundi 16 avril. Ça s'appelle Speakerine. On y retrouve Marie Gillin dans le rôle titre, une sorte de Catherine Longer qui va s'émanciper de son mari, jouée par Guillaume de Tonquédec. C'est notre séquence plateau télé. Blaise de Chevalier, bonjour, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes chef du service télé du Figaro et vous avez eu la chance d'aller en reportage sur le tournage de cette série qui a été réalisée par Laurent Tuel, qu'on connaît notamment pour son film Jean-Philippe avec Johnny Hallyday et Fabrice Lucchini. Oui, alors effectivement, je suis allé sur le tournage fin août. C'était le deuxième ou le troisième jour de tournage. J'étais l'un des premiers, je crois même le premier journaliste à être invité sur ce tournage. Donc j'étais particulièrement fier. Alors, ce qui était amusant d'emblée dans ce tournage, c'est d'abord le lieu. Ça se situe. Les premières scènes sont tournées dans le 16e arrondissement, rue du Docteur Blanche, dans les locaux d'un lycée. Du lycée Jean Zay qui s'occupe de classes préparatoires. Et bref, ce lycée est transformé pour les raisons de la série. Ça devient les locaux de la du siège social de la rue Cognac-Jay, de la RTF, de la radio-télévision française, qui est l'ancêtre de l'ORTF. Et donc voilà, on arrive là, les rues sont super calmes, c'est un quartier formidable. On se croirait d'emblée dans les années 60, il y a des voitures, des DS, des Simca d'autrefois. Voilà, on arrive, on voit Laurent Tuel concentré à fond sur son siège, déjà complètement dans son histoire, en train de diriger Marie Gillin avec l'œil super aiguisé. Il voit au début, première prise, il voit qu'elle a des ballerines aux pieds avec son petit tailleur. Il y a quelque chose qui ne va pas, et paf, il fait 3 ou 4 prises, et hop, il y a une prise où il trouve, hop, il lui met des escarpins, et là, sa silhouette est allongée, elle est la Speakerine des années 60, donc voilà, donc on est vraiment bien dans l'ambiance d'emblée. D'ailleurs, on a quelques images du tournage avec un extrait d'interview de Marie Gillin sur le tournage de la série, je crois. La série Speakerine, c'est vraiment un plongeon dans les années 60, par le biais d'un personnage que j'incarne, qui s'appelle Christine Beauval, qui est la Speakerine vedette de la RTF. Et c'est vraiment, entre autres, le parcours, l'émancipation de cette femme. Merci Robert. Alors moi, je suis une inconditionnelle de Mad Men. Dans les rapports hommes-femmes, il y a des choses qui moi, m'inspirent. Après, on ne retrouve pas exactement les mêmes liens. Mais je trouve ça passionnant de voir l'état de la société américaine de l'époque. Et le lien avec Speakerine, qui est l'état de la société et le contexte. Quand j'ai dit à cet imbécile de journaliste que je voulais donner la parole aux femmes, tu sais ce qu'il m'a répondu ? Mais pourquoi faire ? Dans les années 60, une femme devait demander l'autorisation à son mari pour travailler, et que si une femme travaillait, qui s'occupait des enfants. Et puis il y a aussi tout l'aspect physique qui joue énormément. Rien qu'en tant que comédienne, quand je sais que j'ai 2 heures de prépa le matin, que les femmes à l'époque avaient des gaines, tout ça, vous êtes un peu dans une espèce de prison dorée, en tout cas pour Christine Beauval, parce que c'est une Speakerine vedette. C'est l'image parfaite, et cette image parfaite qui s'effrite petit à petit. Il y a des vrais dilemmes, il y a des relations qui se vivent et qui ne se faisaient pas à l'époque. Il y a cette idée aussi
du mariage, les rapports avec son mari, qui est joué par Guillaume de Tonquédec. Je vais te dire ce qui va pas. Ton travail te prend trop de temps, tu t'occupes plus des enfants, à peine de la maison. Ça peut plus durer comme ça. Ah, c'est mon travail le problème. Tu veux que je reste à la maison, c'est ça? C'est la vie que tu veux pour moi? Beaucoup de femmes vivent comme ça et en sont très heureuses. Je trouve ça toujours passionnant, les portraits de la société dans des époques bien marquées. C'est intéressant, même pour nous, mais pour nos enfants aussi, de se rappeler ce qu'étaient les femmes à l'époque, de savoir finalement qui nous a donné cette liberté de femme qu'on a aujourd'hui. On vient d'entendre Marie Gillin sur le tournage de Speakerine, la série de France 2, la nouvelle série de France 2 qui sera diffusée à partir du lundi 16 avril. Et ce qu'on voit à peine dans les images que l'on vient de voir, c'est les moyens de France 2. Et les moyens ce sont des moyens de cinéma, c'est une reconstitution de cinéma. Enfin, c'est une mini-série de 6 épisodes, mais on a l'impression que c'est un film de 5 heures. Alors Laurent Tuel me l'a dit entre deux tournages, clairement. Hein, pour lui, entre deux prises, pardon. Pour lui, c'est comme du cinéma. Il ne fait pas la différence entre série et cinéma. Et visiblement, en France Télévisions, dans cette série non plus. Charline Delépine me l'a dit aussi. Charline Delépine qui est la productrice, qui est également sur Les Hommes de l'Ombre. Et donc, excellente productrice. Voilà, je l'ai connue sur une très bonne productrice. Voilà, qui affiche une ambition très forte, comme la chaîne sur cette série, avec un budget très élevé. Alors, la chaîne ne veut pas communiquer de chiffres, hein, évidemment, mais il suffit de regarder le soin qui est apporté à tous les décors, la quantité de voitures anciennes qui sont utilisées. Il y a toute une société qui fournit les voitures. Donc voilà, alors quand même la chaîne précise, parce que quand même on est dans des temps difficiles, avec un peu de malice, que le budget est très élevé, mais que le budget est maîtrisé. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc le budget est maîtrisé. Vous connaissez, vous avez déjà entendu cette phrase peut-être. Donc ça veut tout dire. C'est un grand classique, ouais. C'est un grand classique. Mais quand on parle aux acteurs, en tout cas aux agents d'acteurs, ils vont de plus en plus. Là, on voit Marie Gillin, Guillaume de Tonquédec, même s'il il faisait partie de Fais pas ci, fais pas ça. Guillaume de Tonquédec, Grégory Fitoussi, qui avait été révélé avec Avocat et Associés. Mais avec Sous le soleil surtout. Mais avec Sous le soleil. Vous connaissez classique. On a vraiment le sentiment que c'est là où il faut être, que tous les acteurs s'y pressent. En tout cas, mais Laurent Tuel, lui, il est content d'être là, mais pour lui, encore une fois, quand il est sur une série, il ne fait pas la différence. Lui, il dit, je suis un metteur en scène, que je sois sur une série ou sur un film de cinéma, c'est pareil. Moi, ça m'énerve un peu cet élément de langage qui consiste à dire qu'une mini-série ou une série, c'est un long film de 4, 7 heures, 10 heures, parce que c'est... C'est ce qu'il dit là sur ce cas-là. C'est ça, mais ils disent tous ça, alors que pourtant, scénaristiquement, même de rebondissement, un film de 2 heures, c'est pas une mini-série de 4 heures, à la de fin de 3 chaque heures. épisode. Ouais. Mais ça n'empêche, c'est peut-être pas sur ce cas-là. d'intérêt maintenant. Des traquenards d'intérêt. Je replace dans mon prochain affaire série québécoise. Non, mais en tout cas, ce qu'il dit, ce qui est clair, et Marie Gillin me l'a redit entre deux sandwichs sur le tournage. De l'époque. L'époque, oui. Alors on était tous malades le lendemain, mais ça a décalé un peu le tournage. Non, simplement, elle disait que ce qui était important pour elle, c'est d'avoir justement cette qualité, parce que le cinéma, c'est dans l'imaginaire collectif, et pas sans doute que dans l'imaginaire, c'est la qualité. Et la qualité, elle peut être aussi sur une série. Et c'est ce que Marie Gillin me disait, en disant, le scénario est formidable, avec le pôle de scénaristes, le scénario est formidable, le réalisateur a une esthétique qui est parfaite, et c'est pour ça que je suis allé travailler avec lui sur cette série, parce que c'est une série qui va être formidable. Et qui n'aura rien à envier au cinéma. Qui est très intéressante, qui est sous forme de polar. On ne va pas en dire plus, on va vous laisser découvrir ça. Merci Blaise d'être passé là. Merci Constance. Merci Maxime. Alors donc vous allez suivre les deux festivals, vous y serez tous les deux, hein, oui. À Cannes et à Lille, mais aussi à Lille. Bah oui, on fait tout et on sera beaucoup plus nombreux que Maxime et moi. Toute l'équipe sera là. Merci à vous, Dan Franck, d'être venu parler ce matin de scénario qui vient de paraître chez Grasset. C'est un roman. On va dire que c'est un roman. On peut le dire, oui. Un très bon roman, même qui nous dévoile, oui c'est marqué là, qui nous dévoile à la fois les mystères de la création, mais aussi de la série Marseille. Non, pas seulement, d'une série qui va peut-être exister, donc vous nous l'avez dit, mais aussi les secrets du milieu marseillais, et qui est surtout, je trouve, un très beau portrait d'écrivain, un écrivain avec ses états d'âme, ses angoisses, vos fameuses grises d'Ashkenazi, et sa dure confrontation à la réalité. Et je vous conseille vivement la lecture, on ne le lâche pas.
comme une série, avec beaucoup de tracteurs d'intérêt. Moi, j'ai un peu binge lecturé hier soir, je me suis couchée à 1h. Voilà. Je suis désolé. Non, mais c'était un plaisir, j'ai pas vu le temps passer. Merci beaucoup à tous, en tout cas, d'être venus sur ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un même nouveau endroit, Plein de même Culture. heure. Au revoir.